Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Nouvelles du Haut-du-Lac pour la semaine du 24 de mars 2018. En manchette cette semaine, le Festival des cépages à Dolbeau-Mistassini à la mi-juin. Mario Pelchat met en vente un premier vin et une première cuvée. Et le monde communautaire proteste et s'affiche. Alors, les cépages en fête du 14 au 16 juin à Dolbeau-Mistassini. Le président de la première édition d'un tout nouveau festival à Dolbeau-Mistassini, les cépages en fête au Lac-Saint-Jean, M. Marc Gagnon, et l'ambassadeur de ce festival, le chanteur et vigneron Mario Pelchat, ont officiellement annoncé ce que sera ce festival destiné aux vins québécois et à la découverte des produits du terroir. Les activités du festival se tiendront au centre-ville de Dolbeau-Mistassini et seront animées de diverses conférences où viticulteurs, viniculteurs et vignerons témoigneront de leur expérience. Le président Marc Gagnon a ainsi relaté comment est née l'idée d'un tel festival. La première fois qu'on s'en est parlé, on s'est ramassé plusieurs dans un festival des vins au Saguenay. Puis on se disait, ça pogne, c'est bon, le monde aime ça. Je vois pas pourquoi chez nous on pourrait pas faire pareil. On a le Festival des brasseurs qui est très populaire. Alors j'ai parlé avec Mario, j'ai dit « Tu lances ton vin, toi? » Il dit « Oui. » J'ai dit « Tu pourrais le lancer à Dolbeau. On organisera une activité pour lancer le vin à Dolbeau. » Puis de fil en aiguille, on s'est dit, on va faire un festival tant qu'à lancer le vin. Donc l'idée est venue comme ça, puis on s'est formé, on a invité plein de vignobles, puis ça a déboulé. Mario Pelchat met en vente un tout premier vin. Bien connu dans le domaine de la chanson au Québec, Mario Pelchat a décidé de s'investir en compagnie de son épouse en 2007 dans la culture et la fabrication de produits de la vigne. Ses installations sont situées à Saint-Joseph-du-Lac et il mettra en vente lors de la fête des cépages à Dolbeau-Mistassini ses premiers vins produits. Mario relate ainsi comment il a été appelé à lancer ses deux premiers vins à Dolbeau-Mistassini le 14 juin et dans le cadre d'une activité qui marquera les débuts de la première édition de Cépages en fête au Lac-Saint-Jean. Moi, je trouve ça bien excitant. Je rêvais que les produits soient disponibles d'abord dans mon coin de pays, là où je suis né. Je ne savais pas de quelle manière on pouvait y arriver. Puis là, il y a ce festival qui voit le jour au même moment où on embouteille. Donc, ça ne pouvait pas mieux tomber. Les deux premiers produits que nous allons embouteiller, ce sont les deux premiers produits qui sont prêts. Mais on aura un autre blanc haut de gamme, celui-là, qui est en fût de chêne, qui va sortir un peu plus tard durant l'année, au mois d'août. Et le rouge est en fût de chêne, lui aussi, et va être embouteillé en décembre. Ce qui fait que l'an prochain, à l'édition de l'an prochain, si on m'invite encore, on aura tous nos produits. Alors cette année, on a seulement 2 produits, mais on en aura 6 au final. Le monde communautaire proteste et s'affiche. Alors que des organisations communautaires comme Toxic Action sont en mode survie en raison de coupures dans leur financement octroyés par les gouvernements supérieurs, que plusieurs organismes communautaires ont dû, au cours des dernières années, réduire leurs activités et services auprès de la population suite à des compressions budgétaires, les corporations de développement communautaire et les quelques 5000 organismes communautaires œuvrant au Québec ont entrepris une campagne de visibilité demandant au ministre des Finances de prévoir une augmentation du budget dédié à ces organismes lors de la présentation donc, du budget prévu à la fin mars. Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, des actions de visibilité sur les médias sociaux, d'éducation populaire dans le mail, des promenades du boulevard et d'affichage massif dans les principaux endroits publics de la MRC ont été ainsi mis de l'avant au cours des dernières semaines. Jessica Beauregard, intervenante à la Corporation de développement communautaire
Maria Chapdelaine, souligne que ces actions de visibilité se tiendront jusqu'à la tenue du budget. Jessica Beauregard explique le pourquoi de cette campagne d'information et de sensibilisation. En fait, l'objectif, c'était de revendiquer que les organismes aient une augmentation de leur financement de 475 millions pour les 4000 organismes de l'Action communautaire autonome du Québec. Et puis, c'était vraiment de se faire voir par la population, de leur dire que nous aussi, là, on a besoin de financement et pourquoi on a besoin de financement. C'est pas seulement pour dorer nos coffres, c'est vraiment pour pouvoir mieux les aider, mieux les appuyer dans leurs démarches, dans leurs besoins. Et puis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est quand même assez mobilisés, donc c'est probablement pour ça que vous avez vu nos trucs passer un peu partout. L'édition 2018 de la cabane à sucre urbaine couronnait de succès malgré les froides températures. Samedi dernier se tenait donc au centre-ville de Dolbeau-Mistassini la 6e édition de la cabane à sucre urbaine où quelques 3000 personnes ont non seulement pu se sucrer le bec, mais aussi fraterniser et festoyer dans l'ambiance du temps des sucres. Le président de la Clique, organisme qui préside cette activité depuis 2012, Jimmy Laliberté, relate les grandes lignes de la dernière édition et annonce dès à présent que la 7e édition reviendra à pareille date en 2019. Sans hésitation, je vais te répondre que oui. Malgré le froid cette année, là, les gens ils ont été au rendez-vous, les gens ont été là, ça a participé. Les gens étaient souriants, il y avait du plaisir. Fait que on a eu le même plaisir à organiser, on a eu le même plaisir à voir les gens qui étaient là. Les gens, de par leur présence, de par justement leur attitude, le plaisir qu'il y a eu, ils ont vraiment manifesté que c'était un événement familial qui est très, très, très important. Fait que sans hésitation, là, je te confirme qu'il va y avoir une petite émission. Un souper-concert au profit de la soupe populaire. C'est samedi le 19 de mai prochain que Claudine Coulombe et la direction de la soupe populaire de chez nous présenteront un souper-concert bénéfice soulignant les 22 ans de bénévolat de feu Louis Coulombe, les 25 ans de la soupe populaire et les 20 ans de la Fondation Sœur Marcel Gravel. L'événement se tiendra à l'auberge à diligence de Dolbeau-Mistassini. On peut donc se procurer des billets auprès de Mme Francine Girard au 418 276 89 44 de M. Réal Dufour, 418 276 0695 et de M. Bernard Tremblay au 418 276 46 10. Le président de la Fondation Marcel Gravel et membre du conseil d'administration, M. Réal Dufour, décrit ainsi les objectifs poursuivis par les organisateurs en tenant cette activité. Évidemment, on en profiterait pour souligner en même temps le travail des bénévoles qui, depuis 25 ans, travaillent avec acharnement pour que la soupe populaire puisse bien fonctionner. Alors, évidemment, on va en profiter aussi pour mentionner que la Fondation Sœur Marcel Gravel, eh bien, existe également depuis 20 ans. Alors, la Fondation, son rôle, c'est de trouver des argents pour faire fonctionner la soupe populaire au quotidien. Alors, ces deux événements-là vont être soulignés lors de la rencontre du 19 mai prochain. Le procès s'amorce dans l'affaire de la fermeture du monastère des Augustines. Les procédures judiciaires entourant la fermeture du monastère des Augustines de Dolbeau-Mistassini à la fin de l'année dernière s'entame officiellement lundi au palais de justice de Roberval. Les parties ont été convoquées en Cour supérieure pour la procédure de gestion de l'instance, après que la poursuite eut été déposée au greffe de la Cour. Les parties en présence sont pour la poursuite le monastère des Augustines de la Miséricorde de Jésus, représenté par la firme Stein Monast SNRL, et Tal, pour la partie défendresse, l'entreprise de construction Guy Bonneau Limité, représentée par les avocats Cain Lamar et al. Rappelons qu'à l'automne dernier, le monastère des Augustines fermait ses portes en raison de problèmes d'infiltration d'eau. Toutes les activités qui s'y déroulaient ont été transférées dans les autres établissements des Augustines dans la région.
La survie de l'organisme Toxicaction est toujours en cause malgré l'apport financier de 58 000 $ de la part de la MRC de Maria-Chapdelaine. En entrevue de la semaine, nous vous proposons une rencontre avec la directrice de Toxicaction, Christina Gagnon, qui nous trace le portrait de la situation et nous fait part des besoins de l'organisme pour maintenir le service sur tout le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Madame Gagnon, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu, quand on parle de Toxicaction, on sait que vous avez fait la manchette dans les dernières semaines à cause de problématiques financières. Maintenant, c'est quoi Toxicaction? Est-ce que vous pourriez nous rappeler et l'organisme et les services offerts, de même que le territoire que vous desservez? Oui. Dans le fond, Toxicaction, c'est un organisme communautaire en prévention des dépendances. Puis on offre aussi le service de travail de rue là, dans l'entièreté de l'entièreté de la MRC Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Louis-de-Milo. Puis ça, c'est pour les personnes de 12 ans et plus, fait que 12 à 99 ans, dans le fond, la clientèle qui est desservie, et leur entourage, dans le fond, parce qu'on sait que au niveau de la dépendance, bien, ça ne touche pas juste la personne, ça va toucher l'entourage aussi. Bien souvent. Et quand on parle de dépendance, on ne parle pas que de dépendance à l'alcool. Non, on parle de dépendance aux drogues, médicaments, prescrits ou non prescrits. On va parler aussi de la toxicomanie là, au niveau là, des drogues un petit peu plus dures, là, cannabis, les amphétamines, la cocaïne, etc. Le type d'intervention que vous faites avec les gens qui sont aux prises, c'est quoi? C'est un support, l'orientation vers des services un peu plus... c'est quoi exactement là, que vous offrez à ces personnes-là comme service direct? Dans le fond, on offre le service de travail de rue. C'est notre plus gros service parce que c'est un service c'est lui qui est à l'année. Là. Dans le fond, c'est de l'intervention individuelle. Les intervenants, ils se promènent dans les milieux de vie des gens. Fait que dans le fond, ils vont offrir prévention, ils vont donner de l'information, de l'écoute, du support. Ils vont référer aussi vers les autres organismes. Fait que quand ils se rendent compte, admettons que c'est un homme qui aurait besoin d'un service pour hommes, bien, ils vont le référer vers le CRAN, etc., là, dans tous les autres organismes du secteur de la MRC. Puis on va travailler aussi au niveau de la réduction des méfaits. Fait que dans le fond, les gens qui consomment déjà, on va pas les... le but, c'est de les aider à diminuer les conséquences, dans le fond, de la consommation qui est déjà là, puis qui va être là quand même. Fait que dans le fond, on va les outiller en lui donnant de l'information, du matériel de prévention. On va les sensibiliser que s'ils font ça de telle façon, ils ont moins de risques au niveau de leur santé. Ça fait quand même plusieurs années que Toxicaction travaille dans le milieu. On l'a mis sur pied quand? Dans le fond, Toxicaction a été fondée en 1996. Fait que c'est notre 22e année d'opération. Ouais. OK. Donc, en 1996, quand on l'a mis sur pied, est-ce que l'ensemble de tous ces services-là étaient présents aussi, ou si on n'avait que travailleurs de rue à ce moment-là? C'est certain que les besoins qui étaient là en 1996, du pourquoi ils ont fondé Toxicaction, sont encore là en 2018. Au cours donc des dernières semaines, on a su que Toxicaction éprouvait certaines difficultés par changement, un financement qui originait du fédéral fait en sorte que la survie et le maintien des services et de l'expertise dans le milieu est un peu aux dernières minutes. On est un peu en mode survie. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement pourquoi est-ce que l'abandon de cette aide financière-là affecte la Toxicaction? Dans le fond, comme plusieurs organismes communautaires, là, le financement est assez précaire, ce qui nous force à aller chercher des projets pour être capable de donner, de répondre aux besoins des populations puis de qu'est-ce qu'on a besoin au niveau financier. Là. Mais ce financement-là par projet, il rend les organismes très, très précaires parce que, justement, ils ont des échéances. C'est pas le financement de base de Toxicaction, c'est 63 000, puis on a besoin d'environ 300 000 là, pour offrir les services qu'on offre que vous offrez actuellement. Ce qui n'est pas nécessairement énorme, mais comme tous les services sont gratuits, on n'a pas moyen de faire de l'argent avec les services qu'on offre, puis on ne veut pas non plus tomber dans
dans ce style d'offre de service-là, parce Et qu'on sait que les gens, souvent, dans le service d'intoxication, ils n'ont pas nécessairement les moyens de se payer ce genre de service-là. Ça veut dire que vous avez combien de personnes qui œuvrent au sein de la MRC à partir de Toxicaction? Bien, généralement, j'ai 4 travailleurs de rue. Puis on a aussi des agents de projet là, qui vont travailler ponctuellement, parce que tantôt on parlait des services. J'ai oublié de vous dire qu'on offre aussi des services de groupe sur différents sujets. On en a pour les parents d'adolescents, on en a pour le jeu pathologique, on en a pour la sensibilisation à l'hépatite C, au VIH. On a plusieurs programmes à sensibilisation à l'homophobie. Plusieurs programmes de groupe aussi là, au niveau des services. Donc, je reviens donc sur la problématique. Tout ce financement-là est actuellement remis en cause par le retrait des programmes, c'est ça? Pas tout, mais ça touche le quart de notre financement. Puis comme c'est des projets ponctuels aussi, il y a une partie de nos projets qui sont encore en attente, en analyse au niveau de la... Fait qu'on sait pas. Fait qu'à chaque année, on ne sait pas nécessairement les fonds qu'on va avoir, tout dépendant des échéances, dans le fond, des projets qui sont en... On parle de combien, le retrait du programme actuellement, ça représente combien sur ton budget? Présentement, le projet du fédéral qu'on aura pu à partir du 31 mars, c'est un 60 000 là, qui est amputé. Là. Et ça, actuellement, vous le savez au niveau de l'organisme, mais qu'il ne sera pas reconduit. Ouais. Est-ce qu'il y a des façons où on peut penser qu'il pourrait y avoir une revision du dossier puis que ça pourrait être repris, ou si c'est impossible? Je pense que ça va être difficile là, ils ont déjà fait une année de transition, parce que dans le fond, cette situation-là est arrivée le 31 mars 2017. C'est ça, là, au niveau c'est vraiment des changements des orientations de programme qui ont fait qu'on a été un peu plus pénalisés parce qu'on vit en région. C'est quoi l'impact que ça va maintenant avoir? Là, on le sait, la MRC a accordé une aide temporaire, si je peux m'exprimer ainsi, de 58 000 Mais qu'est-ce qui va en arriver mais que cette aide-là n'existe plus non plus? Est-ce que tu vas te retrouver dans la possibilité d'éliminer un quart de tous les services que tu donnes? C'est quoi? C'est à peu près ça. Dans le fond, là, si la MRC ne nous aurait pas aidés dernièrement, là, dans le fond, au 31 mars, il aurait resté une travailleuse de rue 35 heures semaine au lieu de 4 pour 145 heures d'intervention par semaine. On aurait pu être en mesure de couvrir au niveau de la MRC. Fait qu'on aurait, à une intervenante, ça aurait été impossible là, d'aller dans les municipalités périphériques. Au niveau des heures d'ouverture, moi, je suis ouvert 6 jours semaine. Fait que là, une intervenante, j'aurais été ouvert 5 jours semaine. C'est sûr là, qu'au niveau... OK. C'est donc à dire que vous êtes quand même à la recherche là, d'une façon d'avoir un financement plus permanent, si je peux m'exprimer ainsi, mais pour aller rechercher ce 60 000 et non pas qui origine toujours. Alors ça là-dessus, c'est quoi là, les actions que vous entreprenez à ce niveau-là? C'est sûr que bientôt, au niveau du financement permanent, on participe à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Dans le fond, c'est une campagne qui revendique le financement en santé et services sociaux là, pour la population. C'est sûr que la clé du succès pour Toxicaction, ce serait d'augmenter son financement récurrent. Ce qui nous enlèverait beaucoup de précarité là, au niveau des... Est-ce que c'est possible? Y a-t-il des voies possibles qu'on puisse emprunter pour l'avoir, ça? C'est de continuer les campagnes, de sensibiliser la population, de continuer au niveau du gouvernement à essayer de faire des revendications. Mais c'est certain que pour le moment, on va essayer par encore le financement par projet d'aller pallier
pour cette année du moins encore, là, pour être capable de survivre. Puis on attend peut-être aussi ils vont légaliser le cannabis très bientôt. Là. Il va falloir qu'il y ait une intervention qui se fasse. Puis le gouvernement a quand même annoncé des sommes là, en prévention, réduction des méfaits. Que vous pourriez appliquer à ce moment-là. Ouais. On ne sait pas encore de quelle façon ça va descendre. On ne sait pas encore si ça va descendre en mission, en entente de service ou en projet ponctuel. Fait que on est en attente par rapport à ça. On a interpellé notre député là, pour lui dire qu'on avait l'expertise, dans le fond, pour continuer le déploiement de la prévention par rapport au cannabis. On espère On va l'avoir. Au niveau annuellement, c'est combien de... Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre de combien de personnes est-ce que vous rencontrez et vous informez et ça peut représenter quoi sur le territoire de la MRC? Non pas les gens qui sont nécessairement aux prises avec la dépendance, mais dont vous intervenez. Bien, directement, on intervient en individuel auprès d'au moins 400 personnes qui ont des services là, de façon régulière. Au niveau de la prévention, l'année passée, nos ateliers, parce qu'on offre divers ateliers là, sur la dépendance, la sexualité, les infections transmissibles sexuellement par le sang. On a touché au moins 400 jeunes de 12 à 18 ans par ces programmes-là. Puis, tu sais, les intervenants, bien, ils sont dans le milieu de vie, fait que, tu sais, on pourrait estimer que facilement, là, ils vont toucher un bon 1000 personnes différentes par année. Là. Pas nécessairement des gens qui ont des problèmes de consommation, mais qui... Ils ont eu une intervention qui a pu se faire, même si ce n'était que de bien se présenter. Bien, se présenter les services, référer vers d'autres organismes, écouter. Tu sais, des fois, les gens, ils se ramassent au bar, ils vivent une crise, ils sont écoutés, puis ça... C'est donc à dire que je reviendrai en terminant sur l'aide accordée par la MRC. Ça nous permet de dire que dans le milieu donc de Maria Chapdelaine, pour la prochaine année, je pense que tu disais qu'il manquait aussi encore quelques programmes qui n'ont pas encore été confirmés. Mais est-ce que ça nous permet d'espérer qu'à tout le moins pour l'année 2018, les services offerts par Toxic-Action sur le territoire vont pouvoir être maintenus pour au moins un an? Bien, on l'espère. C'est sûr qu'il me reste encore un bon 40 000 là, à aller chercher. Avec les projets qu'on attend, plus peut-être une campagne de financement pour aller chercher la balance. OK. Donc, vous allez... Maintenant, est-ce que vous en faisiez aussi antérieurement des campagnes de financement au niveau de Toxic-Action? Ou si ça va être une des premières qui va... on en fait des plus petites, là, parce qu'on mise plus les énergies sur des plus grosses subventions. OK. Mais l'été passé, là, on a fait un bière et saucisse, justement, dans le cadre du 21e anniversaire de fondation. On fait Nez Rouge à chaque année. On fait le porte-à-porte de Centraide. On fait plusieurs actions, là. Puis donc, le milieu contribue directement à ce moment-là au maintien des services. Oui. Madame Gagnon, nous vous remercions beaucoup d'avoir fait avec nous exactement ce qu'il y en est pour cette situation que nous espérons qui saura se régler dans les prochains mois, à tout le moins. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Merci. La Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, tiendra une activité de financement le 28 avril à l'intérieur du centre sportif de Dolbeau-Mistassini, soit une vente de garage de 9h à 23h. On peut dès à présent faire des réservations pour ceux et celles qui désirent tenir une table pour cette occasion. Lire autrement. Dans le cadre de l'activité Lire autrement à la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini, on présente le dimanche 22 avril Lecture dans le noir. On invite les adolescents et adolescentes et de même que les adultes à écouter les histoires terrifiantes mises en scène par un conteur. C'est Patrice Leblanc que l'on a confié le rôle de conteur. Les spectateurs et spectatrices seront plongés dans le noir et on pourra ainsi se concentrer sur les histoires où on nous garantit que frissons et terreurs seront au rendez-vous. Bibliothèque de Normandin.
À la Bibliothèque de Normandin, on peut entrer dans l'univers de l'artiste peintre Manon Paradis, qui expose une dizaine d'œuvres. Manon s'adonne à la peinture depuis plusieurs années. C'est en fait une première où elle expose ainsi ses œuvres. Au sport, la semaine dernière, nous vous présentions en entrevue avec Anne-Sophie Prévost, entrevue au cours de laquelle elle nous annonçait qu'elle avait été invitée à participer à une séance d'entraînement pour le choix d'athlètes paralympiques en équitation. C'est donc en fin de semaine dernière qu'Anne-Sophie s'est présentée devant l'entraîneur de l'équipe paralympique canadienne et qu'elle a su en imposer. En entrevue avec la mère d'Anne-Sophie, Mme Sylvie Caron, cette dernière nous a indiqué qu'Anne-Sophie s'est vue offrir la possibilité de prendre place au sein de l'équipe paralympique canadienne en équitation dès 2020 et qu'elle pourra ainsi participer aux Jeux paralympiques d'été de 2024. D'ici là, la jeune cavalière devra compléter ses classes dans les circuits bronze et or, qui sont des circuits qui se déroulent à l'échelle nationale dans le cadre de compétitions régulières et qui s'adressent à tous les athlètes en équitation, qu'ils aient ou non une déficience physique. Selon les propos tenus par l'entraîneur et rapportés à la mère, Anne-Sophie est douée de qualités nécessaires à performer dans ce sport, que ce soit au niveau de sa maîtrise de sa monture, de sa faculté de mémoriser facilement les épreuves, tant pour exécuter un parcours que pour savoir quoi faire pour le réaliser. Réécoutons ce que Anne-Sophie avait à nous dire sur sa participation à cette séance d'entraînement. Bientôt, je m'en vais à une clinique rencontrer l'entraîneur de l'équipe paralympique d'équitation. Et lui, il va pouvoir peut-être trouver des commanditaires. Si j'ai du potentiel à leurs yeux, ils vont pouvoir m'amener peut-être même jusqu'aux Paralympiques. C'est ce qui met fin à cette édition du 24 de mars de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre édition.